Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, je vais un petit peu mieux. J'en profite pour enfin faire le réact d'une vidéo que je voulais faire il y a un an. Vous savez que je fais un peu moins de réact que d'habitude parce que j'ai toujours peur des conséquences de mes réacts. Étant donné que maintenant j'ai 20 000 abonnés, c'est pas rien. Là, on va le faire sur une des personnalités les plus nocives du web qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Autant vous dire que je ne peux pas lui faire grand chose. Il n'y a pas de rapport de force entre lui et moi en termes de communauté. Et c'était une des personnes les plus dangereuses en termes d'éducation à son public, à ce qu'est le consentement. C'est catastrophique. Il analyse une vidéo dans laquelle, malheureusement, une femme qui n'avait jamais eu de rapport sexuel a subi un viol. Et le titre de sa vidéo, c'est « Cette fille vierge se fait violer après avoir dit non 15 fois, point d'interrogation ». Nom de sa vidéo, hein. Voilà, hein, je ne vous mens pas. Et on va voir tout petit peu ce qu'il en dit. Accrochez-vous, on a beaucoup de choses à détricoter dans son discours. J'espère que certaines personnes du public d'Alexis Hitchens viendront voir cette vidéo pour essayer de comprendre pourquoi ce que vous dit Alexis Hitchens est faux, pourquoi ce que vous dit Alexis Hitchens est dangereux, et que si vous tombez dans des courants, Red Pill, Incel et compagnie, parce que vous vous sentez un petit peu seul, vous n'avez pas beaucoup de chance avec les femmes, bon bah là vous allez vous isoler définitivement, hein, les amis. Faites très attention à ces discours-là, ils sont dangereux, on écoute. Même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole. Parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pas fait, en parlant avec mon entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que Adèle, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adèle, ça a Putain les gars, vous m'envoyez des dramas de TikTok, c'est ça? Alors on va regarder ça avec du sérieux. Donc ça, c'est pas un drama, Alexis Hitchens en l'occurrence, hein, c'est un drame tout court, c'est pas un drama entre deux personnes, un truc un petit peu fait de toutes pièces pour faire de la vue. C'est une femme qui a subi un viol, qui a mis beaucoup de temps à pouvoir en parler, parce que comme elle le dit, elle a ressenti beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu. Ça fait tout à fait partie de la stratégie de l'agresseur que de faire peser le poids de ce qu'il s'est passé sur les épaules de la victime. C'est classique, et ça n'est pas un drama, c'est un véritable drame humain, et on voit déjà la légèreté avec laquelle il traite la thématique des violences sexuelles en France, qui ne sont pas des dramas à l'échelle individuelle, qui sont des faits sociaux. Hein, on parle quand même de près de 300 000 agressions sexuelles et viols par an en France, minimum. à peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Il faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok, dû à une sauce que j'ai pas envie de parler, mais en tout cas il a essayé Bon, 6 minutes 26 la vidéo quand même les gars. Allez, je vais essayer de me concentrer, on va essayer. de m'aider. Comment chercher l'information, tu as le lien en commentaire épinglé. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre et de là on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui. Combat où j'ai perdu 1000 euros d'ailleurs à cause de vous les gars. Donc je vous remercie pas. Je lui ai dit qu'il y avait pas de Oui, enfin, vous voyez, là, il est en train de dire j'ai perdu de l'argent sur un combat quand une femme est en train d'expliquer que c'est les circonstances dans lesquelles son viol est apparu. On voit à quel point il y a un manque d'empathie totale, un détachement émotionnel vis-à-vis de l'histoire que raconte cette personne-là. 6 minutes, bah oui, 6 minutes pour raconter une agression sexuelle ou un viol, c'est quand même pas tant que ça. Et elle raconte quelque chose d'intéressant au départ, elle raconte le début du mécanisme de l'emprise. Hein. Les personnes disent très souvent ou pensent parfois ne pas connaître de violeurs ou d'agresseurs sexuels autour d'eux. C'est faux, vous en connaissez forcément. De la même façon que vous connaissez des femmes qui ont subi des viols, bah vous connaissez des hommes qui ont commis ces viols sur ces femmes-là. Simplement, en fait, ces hommes-là, pour qu'ils puissent violer, évidemment, ils sont obligés d'avoir un masque social. Bien évidemment qu'il n'y a pas de portrait type de l'agresseur sexuel, parce que s'il existait un portrait type de l'agresseur sexuel, bah, il ne pourrait pas agresser. Si on le reconnaissait à distance, il ne pourrait pas agresser. Et donc, il va mettre toute une série de mécanismes. On invitera un jour Yéna pour qu'elle puisse nous en parler plus en détail sur la chaîne. Il faut qu'on organise ça avec elle. Et l'un de ces mécanismes, c'est de créer de l'emprise en balançant, je sais pas, du love bombing au départ, en se montrant sur un jour, on va dire, empathique, à l'écoute, etc., pour créer un début d'attachement. C'est le début de la stratégie de l'agresseur. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez une relation et que vous vous attachez à quelqu'un, il est en train de mettre en place la stratégie de l'agresseur. C'est quelque chose qu'on analyse un petit peu rétrospectivement, sauf si on a l'occasion de voir de nos propres yeux comment la personne met en place ses rapports de séduction, parce qu'il y a quand même des red flags dans ces trucs de séduction. Le love bombing est un de ces red flags, mais il y en a beaucoup d'autres, on en a déjà parlé. Et donc voilà, ce qu'elle décrit malheureusement est une relation telle qu'on a l'habitude de l'entendre au départ, c'est-à-dire une relation de manipulateur, de pervers, qui essaye de créer chez elle un attachement qui est factice, pour qu'elle puisse baisser sa garde et pour qu'il puisse agresser. Il n'y a pas de portrait type de l'agresseur, n'oubliez jamais ça. pas de souci pour que je le voie à ce moment-là, vu que moi aussi j'habitais à Paris, quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé, quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qu'il m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradateur. Très intéressant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a dit non, elle a fini par céder.
Et c'est là qu'on voit toute la problématique du consentement seul quand il n'est pas expliqué. Alors le consentement est fondamental, il ne faut jamais abandonner la notion de consentement. On ne peut pas garder le consentement seul. Il faudrait garder juridiquement la notion d'un consentement et d'un désir mutuel, mutuellement verbalisé. Parce qu'elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle dit non, elle dit non 10 fois. Et au final, elle cède. Et bien l'agresseur, il peut tout à fait faire passer ça pour une forme de consentement. Et ça n'en est pas. À l'évidence, ça n'en est pas. Déjà, une femme n'a pas besoin de dire non plus d'une fois. Normalement, un non, ça suffit largement à arrêter. Et si la personne insiste, elle met en place du coup tout un système de manipulation pour essayer de faire comprendre que c'est quand même normal d'avoir un rapport sexuel, et puis il a été gentil avec vous, etc. Enfin, des trucs vraiment de pervers, hein, de manipulateurs. Si au final vous finissez par céder, avez-vous consenti à cette relation ? Non. Évidemment. Alors lui, il pourrait dire que oui, juridiquement, il va y avoir un flou, il va y avoir une zone grise. Et donc la notion de consentement seul, si le consentement c'est juste finir à un moment donné par avoir dire oui, ça ne fonctionne pas. Or, il existe dans la définition juridique française du viol une notion de contrainte, et on pourrait considérer ça comme une contrainte morale, mais il faut le prouver, c'est ça qui est dur. C'est pour ça la charge de la preuve est laissée à la victime, et c'est ça qui rend du coup les procès particulièrement difficiles. Donc il manque à la notion de consentement une notion de désir mutuel, qui fait que cette jeune femme se dit au final j'ai dit oui, c'est de ma faute. Et il lui faut des années, enfin en tout cas au moins un an d'après ce qu'elle dit, pour réaliser petit à petit que non, en fait c'est pas sa faute. Elle n'avait pas à devoir réexpliquer qu'elle n'avait pas envie d'avoir un rapport sexuel avec un homme en fait. C'est lui qui s'est comporté comme un agresseur. Non, pour moi, je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses. On se connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé. Nous, ce qu'on devait faire, c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble. Et on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par ce soupir ? Alexis Chen, il veut dire par ce soupir, tu savais très bien que si le mec qui te proposait de te voir dans une chambre, c'est qu'il voulait avoir un rapport sexuel, donc voilà, tu savais ce qui allait se passer. Et c'est catastrophique en fait, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que les femmes acceptent définitivement que à chaque fois qu'un homme propose de la rencontrer, c'est pour avoir un rapport sexuel avec elle. Voilà, ça veut dire qu'il faudrait qu'on rentre d'office, d'emblée, automatiquement, dans ce type de réflexion, dans ce type de suspicion les uns envers les autres. Et en plus de ça, il vient avec un prétexte. Il vient avec un prétexte en disant on va faire du contenu ensemble. Il est créateur de contenu lui aussi. On va faire du contenu ensemble. Et donc Alexis Chen soupire en mode c'est évident qu'il voulait avoir un rapport sexuel avec toi. Non, non, pas du tout. Non seulement ça n'est pas évident parce qu'il peut le présenter de 1000 façons différentes. Et quand bien même ce serait le cas. Elle pourrait tout à fait le voir. Lui, il pourrait exprimer son désir d'avoir un rapport sexuel avec elle. Il voit qu'elle n'en a pas envie. Terminé. Je veux dire, tout ce qui se passe est de la faute du mec. Tout. Il n'y a rien qui est de la faute de cette jeune femme. Et lui, il soupire en mode bah ouais, vous avez pris un Airbnb. Oh, voilà, hein, t'es surprise, hein. Donc voilà, il faut savoir qu'on avait pris le RER. Alors, ça s'appelle pub maintenant sur YouTube, c'est insupportable. Hein. Non-stop, les bloqueurs de puberté, les bloqueurs de publicité ne Je suis fonctionnent partie pas. chercher à la gare de Lyon et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit, il a mis sa main dans mon pantalon et je sais pas où dire la suite quoi. Donc du coup après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit quoi. Et faut savoir que suite à ça, Là, il n'y a même pas de recherche de consentement. C'est-à-dire que là, il impose son désir masculin avec sa force physique masculine, etc. Et là, on voit toute la mise en œuvre du coup de la domination masculine dans tout ce qu'elle a de plus brutal, dans tout ce qu'elle a de plus violente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité physique en plus de se débattre. Ils sont à peine arrivés, il n'a même pas commencé à échanger avec elle, qu'il commence déjà l'agression sexuelle. L'agression sexuelle commence à ce moment-là. il m'a posé la question si on pouvait le faire et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà dévergé d'autres filles. Non, tu n'auras Ah, c'est drôle ça, Alex. Hein, non, mais vous voyez le... Oh, non, mais enfin, je veux dire... Je vais répéter un truc, je sais que je peux le dire maintenant parce que la décision de justice est allée en ma faveur. C'est une réaction de sociopathe. Je ne dis pas qu'Alexis Chen est un sociopathe, mais c'est une réaction de sociopathe. De rire de ça. Je me permets de le dire parce que la justice a estimé que j'avais le droit de le dire par rapport à Stéphane Edouard. C'est un charreau de haute envergure, les amis. pas mal. Donc je sais Ah, c'est un violeur. même Bon, pour ce qui est de cette jeune fille, là, pour l'instant, bon, elle a fait beaucoup d'erreurs. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Apparemment, cette jeune fille est naïve, elle ne comprend pas comment est-ce que le monde tourne et comment est-ce que les hommes agissent. Bon. Oui, je vous l'avais dit. Hein. Je vous avais dit que c'est ce qu'il disait. C'est dramatique, hein, c'est de la faute de la jeune femme. C'est ce qu'il ose dire.
C'est ce que Alex Hitchens ose dire du début de cette histoire. Ok, je veux bien. On va mettre ça sur le compte de l'amour, n'est-ce pas? Pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 Non, mais je veux dire, parler d'amour quand il y a eu une relation avec un viol, faut vraiment, vraiment, un, rien y connaître, et deux, être un sale type, quoi. minutes, il a forcé, s'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup, quoi. Parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs, alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos, et pas plus en fait. Donc à ce moment-là, il faut savoir que je savais pas quoi dire, en fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie. Et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolé, hein. Comme une bouffonne, j'ai dit oui, alors que j'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et c'est-à-dire que vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais les larmes aux yeux. Il me voyait pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas pleurer. J'étais en train de pleurer, j'ai saigné énormément, je trouve. J'ai jamais vu quelqu'un. Le gros problème que j'ai avec ce genre d'histoire, je vais vous dire. Ok, alors avant de laisser Alex Hitchens répondre à un truc absolument horrible, le gros problème que moi j'ai avec ce genre d'histoire, c'est que je ne peux pas concevoir qu'il soit possible, quand on a un rapport sexuel avec une femme et qu'on lui fasse mal comme elle le décrit, qu'on ne s'en aperçoive pas. Je pense que ce type-là, effectivement, est un violeur à l'évidence, un sociopathe aussi, le mec qui lui a fait ça, et qui s'est complètement coupé du coup des émotions de cette jeune femme parce que la seule chose qui comptait, c'était son petit désir à lui. Donc maintenant, je vais vous laisser avec Alex Hitchens, vous allez voir comment lui interprète ça. Très sincèrement, c'est que j'ai vu de mes propres yeux des femmes avoir des versions totalement différentes de ce qui avait pu se passer. Alors, je ne parle pas d'actes sexuels, je parle même pour une simple embrouille ou ce genre de choses. La version qu'elles pouvaient donner à leur très cher ami, meilleur ami, était totalement différente de ce qui avait pu réellement se passer. Alors, c'est toujours assez dur là maintenant parce que j'imagine il y a déjà 13,4 millions d'impressions sur Twitter. J'imagine que la majorité des gens vont la croire. Je suis désolé. Alors, lorsqu'on parle de ce genre d'affaires, bien entendu, il est bien plus simple de croire la femme parce qu'on sait que la femme est faible, bien entendu. Non, il est plus simple de croire les femmes parce que les statistiques nous montrent qu'il y aurait maximum 2 à 6% de fausses accusations de viol déclarées à la police. Donc parmi tous les viols qui ont été commis, il n'y en a qu'un sur 10 qui est déclaré à la police, un peu moins que ça, en plus 1 sur 100. On est plutôt sur du 0,2 à 0,6% du coup. Et donc une des raisons pour lesquelles on les croit, c'est parce que statistiquement, on nous montre que les fausses accusations sont rarissimes, exceptionnelles, voire que c'est presque une chimère comparée à l'écrasante majorité de l'existence du viol, du fait du viol en France. Ça c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est que les femmes n'ont aucun intérêt à dire ce genre de choses. Aucun intérêt. Que ce soit vrai, que ce soit faux, j'entends là, on va partir du principe évidemment que ce qu'elle décrit est vrai, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune raison de mettre en cause sa parole, mais elle n'a aucune raison d'en parler publiquement. Il y a toujours un backlash à l'encontre des femmes qui parlent des agressions sexuelles ou des viols qu'elles ont subis. Toujours. À chaque fois qu'elles en parlent, la plupart d'entre elles savent qu'en plus de ça, elles risquent gros. Et donc, quand vous avez un témoignage, votre objectif à vous, c'est pas de déterminer, de voir les incohérences pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, pas du tout. Votre rôle à vous, c'est d'accueillir ce témoignage avec neutralité et bienveillance. Ce sont les mots d'Ernestine Ronay, donc d'accord, l'ancienne vice-présidente de la Civis avec le juge Édouard Durand, qui écrivait ça dans un ouvrage, qui était un ouvrage très intéressant, qui s'appelait, je crois, La violence contre la mère, c'est aussi une violence contre les enfants. Très très bon ouvrage. Et donc voilà, votre rôle à vous, c'est d'accueillir le témoignage avec bienveillance et avec neutralité. Vous n'êtes pas là pour vous positionner dans le vrai ou faux, vous êtes là pour réceptionner ce qu'une personne est en train de vous dire, pour faire en sorte qu'elle aille un petit peu mieux. Et ensuite, si vous connaissez un tout petit peu les options, lui présenter les différentes options. Voilà ce qu'on peut faire. Il est possible d'aller porter plainte. On peut porter plainte à la gendarmerie, on peut porter plainte à la police. Si jamais on fait ça, si l'agression sexuelle ou le viol a été récent, il faut savoir qu'il risque d'y avoir des examens médicaux à l'UMJ, qui ne sont pas forcément des examens faciles. Alors, voilà, on présente les faits. Ou alors, si jamais tu décides de ne pas porter plainte pour se reconstruire, il y a telle ou telle méthode qui fonctionne. Psychiatrie, bien sûr, TCC, éventuellement EMDR, etc. C'est ça votre objectif, c'est de vous assurer que la personne soit en sécurité physique et émotionnelle. Et lui, Alex Hitchens, il se place en juge qui énonce son jugement sans procès. Ah, elle déforme sûrement les faits. C'est horrible, vraiment. C'est horrible ce qu'il est en train de faire. Mais j'avoue que je n'arrive pas à le faire parce que peu importe à quel point est-ce que tu es faible, ou peu importe à quel point est-ce que ta voix est mignonne, ou peu importe à quel point est-ce que ta petite bouille peut faire de la peine, il y a toujours un coin de ma tête qui me dit il est possible aussi qu'elle mente, ou même qu'elle détériore les événements et qu'elle change un peu. Ça, faut revenir dessus. Donc, on va prendre le seul cas qui existe finalement, à savoir quand une femme parle de son agression sexuelle ou de son viol, c'est vrai. Les cas des fausses accusations, on va les mettre de côté parce qu'ils sont tellement minimes dans les statistiques qu'à chaque fois que les hommes essayent de les ramener, il y a des cas de fausses accusations. En fait, ils font une sorte de détournement d'attention pour ne pas parler du sujet qui est qu'en France, les hommes violent. Voilà, ça c'est le sujet. Il est tout à fait possible que la version qui soit donnée
la première fois que la personne vous raconte cette version, que cette version-là évolue au fil du temps. Pourquoi ? Elle évolue au fil du temps pour plein de raisons. La première des choses, c'est qu'au moment où vous subissez un événement traumatisant, que ce soit une agression sexuelle, un viol ou quelque chose de traumatisant dans votre vie, il y a toute une série de processus qui peuvent se développer. Un processus de dissociation, par exemple, processus d'amnésie traumatique, vous allez oublier des choses, etc. Et petit à petit, vous allez avoir des bribes de souvenirs qui vont revenir petit à petit. Ce qui font que votre version, petit à petit, elle va changer. C'était pas forcément à telle heure, c'était pas forcément exactement à quel endroit, et puis en fait, il n'était pas exactement habillé comme ça, puis en fait, c'est pas exactement tel mot qui vous a dit, parce que petit à petit, votre mémoire est en train de se reconstruire. La mémoire, elle est reconstitutive, hein. Notre mémoire est reconstitutive, on ne garde pas tout en mémoire, on reconstitue des souvenirs quand on va les chercher. Si vous mettez quelque chose de très traumatisant, émotionnellement, physiquement, à l'instant où vous vivez quelque chose, il est parfaitement possible que vos souvenirs soient brouillés. Et donc, ça n'est absolument pas la preuve, contrairement à ce qu'Alexis Chance essaye de laisser sous-entendre, que les femmes sont des manipulatrices qui voudraient changer un tout petit peu la réalité des faits. C'est simplement la preuve d'une seule chose, simplement la preuve que ce que vous avez vécu à l'instant T est tellement traumatisant que votre mémoire a du mal à travailler correctement. Mais Alexis Chance, lui, choisit évidemment de prendre la voie de « Oh, les femmes, quand on a des disputes, elles modifient les choses. » Oh non, vraiment, c'est navrant, hein. Si je clique pas, ça va pas marcher. Certaines choses et qu'elle ajuste un peu à sa propre vérité, à sa sauce. Voilà, il y a toujours une possibilité pour que. C'est pour ça que moi je prends tout avec des pincettes et je trouve personnellement, en tout cas pour cette séquence-là, je ne pense pas que ce soit passé. Excusez-moi, je ne pense pas que ce se soit passé exactement comme cela. Je vais boire un peu d'eau parce que j'arrive plus à articuler. Ok, je ne pense pas, personnellement, pour cette séquence-là en tout cas. Voilà, on ne sait pas pourquoi il pense ça, hein, d'accord, il n'y a aucun argument, mais simplement, voilà, il jette le discrédit sur, évidemment, son témoignage. En revanche, quand les hommes disent qu'il y a eu une fausse accusation, Alexis Chance, là, il prend au pied de la lettre. Il n'y a pas de problème. Hein, les hommes, eux, ils ne changent pas du tout la version des choses, évidemment. Hein. Et ensuite, j'aimerais développer sur un autre point, je vais boire un peu. Arrêtez-vous. Oui, c'est vrai. Je comprends. Un non peut être un oui. Oui, c'est vrai. Des fois, Voilà tout ce qu'il ne faut pas que vous entendiez, les mecs qui suivaient Alexis Chance. Non, un non, c'est un non. Un non, c'est un non. Et une femme qui vous dit non, eh ben, en fait, vous respectez son non. Point barre. Et c'est définitif. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'Alexis Chance il parle des femmes, il en parle comme si c'était des êtres humains un peu différents des hommes. C'est-à-dire que, est-ce qu'il vous est arrivé, les mecs, d'avoir envie de quelque chose à 14h, de ne plus en avoir envie à 16h, de nouveau en avoir envie à 18h, quel que soit l'objet en question. C'est exactement la même chose. Vous avez une femme qui vous dit non, vous acceptez son non, mais les femmes, c'est des êtres humains comme les autres. Elle peut vous dire non pour 1000 raisons. Elle peut vous dire non parce qu'elle n'a pas envie de vous spécifiquement. Mais elle peut vous dire non parce que vous lui plaisez, mais elle n'a pas envie de la relation sexuelle au moment où vous lui proposez. C'est tout à fait envisageable. Je veux dire, dans une cadre de relation de couple, il y a des périodes où on fait moins l'amour avec notre partenaire, bien évidemment. Des périodes où on ne le fait même plus. Parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Je veux dire, si un jour vous avez la chance d'être père de famille, il est tout à fait possible que votre femme n'ait plus de désir pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie de l'acte en lui-même. Mais Alexis Chance parle des femmes comme si c'était des êtres humains différents, mais qu'est-ce que vous croyez le jour où elle en aura de nouveau envie, si elle a confiance en vous, elle va revenir vers vous, hein. Elle saura vous l'exprimer. Donc c'est pas qu'un non est un oui, c'est simplement qu'il est tout à fait normal de ne pas être tout le temps calé au même moment du désir de son partenaire. On n'est pas tout le temps calé exactement au même moment, on n'a pas tout le temps envie au même moment. Si elle nous dit non à l'instant T, ça ne veut pas dire que le lendemain, elle n'en aura pas envie, que la semaine d'après, elle n'en aura pas envie, que le mois d'après, elle n'en aura pas envie. Mais l'instant où elle dit non, le non doit être absolu. Point barre. Ça ne veut pas dire que le non est un oui. Si vous comprenez ce que vous dit Alexis Chance, le non est un oui, vous êtes dans un raisonnement de violeur. Et vous considérez que le consentement n'a pas besoin de le recueillir. Allez, on va encore faire quelques minutes, puis on va essayer de pas trop dépasser 20 minutes sur la chaîne, et puis ensuite on arrêtera cette vidéo désastreuse. Hein. Ils disent non, mais ça veut dire oui. Oui, c'est vrai. Mais ne prenez pas de risque. Parce que voilà ce qui peut arriver, ce genre de vidéo. Je ne dis pas que c'est forcément le cas pour cette vidéo en question. Je dis simplement une chose, c'est que de nos jours, on ne sait... Non, une des raisons pour lesquelles vous devez respecter le non, c'est pas pour qu'il n'y ait pas un jour une femme qui vous colle out sur Twitter, c'est juste parce que ce serait quand même bien d'être le genre d'être humain qui n'a pas envie de détruire une femme en la violant. C'est plutôt ça que vous devez vous dire. Vous ne devez pas vous dire « Ah ouais, elle a dit non, maintenant finalement elle a fini par céder après que je lui ai demandé 48 fois. Je vais peut-être pas le faire parce que je vais peut-être avoir une vidéo sur Twitter sur ma tronche. » Non, en fait, vous allez simplement pas le faire. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas envie de détruire une personne. Le viol, c'est un crime psychologique. Hein. Jamais. Okay. Et c'est vrai qu'au final, la beauté de l'inséduction, justement, c'est cette incertitude. C'est un oui qui veut dire non. Quand je dis c'est un crime psychologique, comprenez-moi, c'est un truc qui peut détruire pendant des années.
pendant des années. Bien sûr que c'est un traumatisme physique aussi, évidemment, mais ce que je veux dire par meurtre psychologique, c'est un truc qui va nécessairement habiter la vie de la femme à qui vous avez osé faire subir ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est ignoble. Et c'est pour ça, en fait, qu'on respecte les noms. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être call-out, c'est parce qu'on n'a pas envie de détruire une vie, en fait. Non, plutôt, excusez-moi, c'est un non qui veut dire oui. Et c'est ça qui est beau au final, c'est qu'elle te fait un peu courir, et puis toi tu essaies de lire un peu dans son jeu, tu comprends qu'il faut un peu forcer. Je parle par exemple de l'invite au restaurant, oh non mais je sais pas, mais tu sais, j'ai un copain. D'accord, ok. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, mais on va faire le reste de ces arguments on fera ça demain. Je vous sortirai la deuxième partie demain, c'est déjà pas mal, 20 minutes là, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on a donnés, on va essayer de pas trop noyer ça. Voilà un discours catastrophique, voilà un discours typique d'un violeur. Elle a dit non, oui, mais bon, j'ai incité, elle a fini par dire oui, donc elle a consenti. Hein. Bon voilà, c'est terrible, surtout ne tombez pas là-dedans, ne tombez jamais là-dedans. On a vu la moitié de la vidéo d'Alex Kitchen, on va se faire la deuxième moitié demain, vous allez voir, il y a d'autres arguments qu'il faut absolument déconstruire. Allez, je vous souhaite un excellent dimanche, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis donc, à demain. Salut les amis.